Bonjour et bienvenue sur la ST-CCCV Educational Channel. Je suis Dr Khadija Mzouri, professeure en cardiologie à l'hôpital Habib Thémoul de Tunis et j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui Dr Lilia Zakhama, professeure en cardiologie et présidente de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, et Dr Anissa Jouliq, cardiologue de libre pratique. Nous allons aborder aujourd'hui l'initiation et l'aptitration du traitement de l'hypertension artérielle. Notre présentation va se baser sur le guide de l'INEAS sur la prise en charge de l'hypertension artérielle chez l'adulte, élaboré en collaboration avec la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire et la CNAM. Ce guide est téléchargeable sur le site de la ST-CCCV en allant dans la rubrique « Recommandations nationales ». Sans plus tarder, nous allons commencer par notre cas clinique. Donc, vous recevez un patient âgé de 52 ans qui a du surpoids, qui est sédentaire. Il a une hypertension artérielle grade 2 confirmée. La mesure au cabinet est de 160 sur 102 mm de mercure. L'électrocardiogramme est sans anomalie. La biologie objective une clairance de la créatinine à 80 ml par minute, un cholestérol total à 5 mmol, soit 1,93 g par litre, et une microalbuminurie négative. Le reste de la biologie est par ailleurs normal. Au vu des données précédentes, notre patient a un globorisque estimé à 18%, ce qui lui fait un risque cardiovasculaire modéré. Nous sommes donc devant un patient qui a une hypertension artérielle grade 2 avec un risque cardiovasculaire modéré. Que proposez-vous pour ce patient, Dr Zakhama? Allez-vous initier les règles hygiéno-diététiques et attendre un peu, ou bien faut-il démarrer d'emblée un traitement médicamenteux? D'abord, mettons-nous d'accord, Khadija. Chez tout patient hypertendu, nous devons commencer par prescrire des règles hygiéno-diététiques. Nous insistons sur une restriction de l'apport sodé par jour à inférieur de 5 g par jour, sur un régime riche en légumes, légumineuses et pauvre en gras, sur une réduction du poids, et c'est très important, sur l'exercice physique régulier au moins 30 minutes 5 à 7 jours par semaine, et bien entendu le sevrage tabagique. Alors, quand initier maintenant le traitement médicamenteux? Ça va dépendre du grade de l'hypertension artérielle et de l'évaluation du risque cardiovasculaire. Si l'hypertension artérielle est de grade 2 ou 3, et quel que soit le risque cardiovasculaire, nous allons prescrire d'emblée une bithérapie antihypertensive en même temps que les règles hygiéno-diététiques. Ceci est vrai pour une HTA grade 1 avec un risque cardiovasculaire qui est élevé ou très élevé. Prescrire d'emblée une bithérapie en même temps que les règles hygiéno-diététiques. Maintenant, si notre patient a une hypertension artérielle grade 1 avec un risque cardiovasculaire et modéré, nous pouvons prescrire les règles hygiéno-diététiques et attendre quelques semaines jusqu'à 3 mois pour atteindre la pression artérielle cible. Si au bout de 3 mois, la pression artérielle n'est pas toujours à la cible, c'est dans ce cas qu'on va prescrire une bithérapie antihypertensive. Le dernier cas de figure, c'est le patient qui a une HTA grade 1 avec un risque cardiovasculaire qui est faible. Dans ce cas, nous pouvons nous permettre d'attendre encore plus. Nous allons attendre jusqu'à 6 mois que les règles hygiéno-diététiques équilibrent la pression artérielle. Sinon, nous allons prescrire une monothérapie antihypertensive. Et donc, chez notre patient qui a une HTA grade 2, quel que soit son risque cardiovasculaire de toute façon, nous allons prescrire en même temps les règles hygiéno-diététiques et une bithérapie antihypertensive. Alors, pourquoi ce choix d'aller vers une bithérapie d'emblée? D'abord parce qu'une monothérapie, ça équilibre à peine 30% des patients hypertendus et nous avons besoin d'une bithérapie pour équilibrer à peu près les 2 tiers des patients.
Cet équilibre tensionnel est atteint beaucoup plus rapidement par une bithérapie, ce qui va diminuer le risque de mortalité et d'événements cardiovasculaires non fatals. Et pour atteindre cette pression artérielle cible, nous avons besoin d'une bithérapie, surtout chez les patients qui ont une HTA grade 2 ou 3, ou lorsque le risque cardiovasculaire élevé ou très élevé, la bithérapie est plus efficace que prescrire une monothérapie, même à pleine dose. Autre chose, quand on prescrit une bithérapie, on va cibler plusieurs mécanismes. Le blocage du système rénino-angiotensine, avec un vasodilatateur, avec peut-être un diurétique, et ça va réduire l'hétérogénéité de la réponse de la pression artérielle au traitement initial, ce qui va entraîner une réponse beaucoup plus forte que si on fait une prescription d'une monothérapie séquentielle. La bithérapie est bien tolérée et on observe peu ou pas d'épisodes d'hypotension, même si l'hypertension artérielle est de grade 1. Autre chose, n'oublions pas que le délai nécessaire pour atteindre le contrôle de la pression artérielle est un déterminant important du pronostic clinique. Et un délai plus court de contrôle de la pression égale un risque cardiovasculaire plus faible. C'est pour ça que dans le référentiel, en grade 1, on va prescrire une bithérapie initiale pour les patients qui ont une HTA grade 2 ou 3, quel que soit le risque cardiovasculaire, ou chez les patients qui ont une HTA grade 1 à risque élevé ou très élevé. Cette bithérapie va entraîner une réduction rapide et forte des chiffres tensionnels, elle va améliorer l'observance et elle va réduire le risque cardiovasculaire. On pourra éventuellement prescrire une monothérapie quand l'HTA est grade 1 avec un risque faible ou chez les patients octogénaires. Merci, Dr Zahama. Donc, pour notre patient, il faut commencer d'emblée par les règles d'hygiène de vie et une bithérapie. Je m'adresse à vous, Dr Joulir. Quelle molécule prescrire chez mon patient? Quelle molécule? Les familles antihypertensives, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques et les diurétiques qui soient thiazidiques ou apparentés tels que la chlorthalidone et l'indapamide sont considérés comme des classes majeures dans le traitement de l'hypertension artérielle. Elles ont démontré une réduction efficace des chiffres de pression artérielle avec une diminution des événements cardiovasculaires et sont donc la base du traitement antihypertenseur. Les combinaisons préférées sont un bloqueur du système rénine-angiotensine, un IEC ou un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2, associé à un diurétique ou un inhibiteur calcique. En cas de bithérapie prescrite, il est recommandé d'utiliser une association fixe pour améliorer la compliance du patient. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'association d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion et d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2 est contre-indiquée et donc non recommandée dans notre référentiel. Ces différentes familles, donc les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les inhibiteurs d'enzymes de conversion associés en première intention aux diurétiques ou aux inhibiteurs calciques, ou bien les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 associés aussi aux inhibiteurs calciques ou aux diurétiques thiazidiques sont les associations qui sont préférées, mais il existe d'autres associations telles qu'une association avec un bêta-bloquant avec un inhibiteur de l'enzyme de conversion, un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2, qui est une association de choix dans certains cas particuliers. D'autres associations aussi sont possibles, telles que l'association de l'inhibiteur calcique avec un diurétique thiazidique. L'effet sur la morbimortalité, il est important de le noter, des antihypertenseurs est lié principalement à la baisse des chiffres de pression artérielle, mais certaines molécules ont des spécificités qui permettent de diminuer des complications, telles que la mortalité diminuée par un traitement diurétique à faible dose d'inhibiteur d'enzymes de conversion en première intention, ou bien une moindre efficacité sur la prévention contre l'insuffisance cardiaque des inhibiteurs calciques, ainsi que la moindre efficacité des bêta-bloquants dans la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Donc, les antihypertenseurs ne faisant pas partie de ces 5 classes majeures antihypertensives peuvent être prescrites, permettent de diminuer les complications cardiovasculaires à un niveau moins important, ou bien malheureusement s'accompagnent d'effets indésirables assez importants.
Les IEC ou les ARA2 préférentiellement cette association aux inhibiteurs calciques ou aux diurétiques thiazidiques en raison de l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone avec les inhibiteurs calciques et les diurétiques, qui donne l'intérêt aux bloqueurs ensuite pour une action synergique dans la baisse des chiffres de pression artérielle. Ces associations permettent aussi de limiter les effets indésirables tels que les dyskaliémies et les œdèmes des membres inférieurs avec ces différentes molécules. Concernant la monoprise dans une association fixe, plusieurs études l'ont montré, et en particulier là l'étude Accomplish qui s'est intéressée à l'association d'un inhibiteur d'enzyme de conversion avec une fois un diurétique ou un inhibiteur calcique, la compliance était meilleure lorsque cette prise était dans un seul comprimé. Donc une fois le traitement initié, quelle est la cible de pression artérielle à atteindre et dans quel délai faut-il atteindre cet objectif, Dr Jouliq? La stratégie d'initiation du traitement dans notre référentiel a bien défini que les règles diététiques pour notre patient qui doivent être accompagnées d'une bithérapie d'emblée et de viser une pression artérielle qui soit dans la cible thérapeutique dans les 3 mois. Alors, la cible thérapeutique pour nos patients, pour un patient âgé de moins de 65 ans, elle est entre 120 et 129 mm de mercure pour la systolique et pour les patients plus fragiles, plus âgés, de plus de 65 ans, des chiffres un peu plus élevés de entre 130 et 139 mm de mercure pour la systolique. Pour la diastolique, aussi bien pour les patients qui sont plus jeunes ou plus âgés ou plus fragiles, la pression cible est entre 70 et 79 mm de mercure de pression artérielle diastolique. Ces objectifs thérapeutiques ont été validés par l'étude SPRINT, où un objectif cible de 120 mm de mercure pour la systolique a permis de diminuer de manière significative et très importante les complications cardiovasculaires par rapport à un traitement conventionnel. L'atteinte de ces chiffres dans les 3 mois ont été validés par l'étude VALUE qui a montré que la baisse plus importante des chiffres tensionnels rapides a permis de diminuer les infarctus du myocarde dans les 3 mois d'initiation du traitement. Vous revoyez le patient à 2 mois. Il a une bonne observance thérapeutique, il n'a pas des effets indésirables concernant ses traitements et il vous présente ses moyennes à l'automesure. Donc vous voyez que la moyenne des chiffres mesurés chez lui sont de 138 sur 83 mm de mercure et la pression artérielle mesurée au cabinet est à 140 sur 90 mm de mercure. Comment interprétez-vous ces chiffres et que proposez-vous pour notre patient, Dr Zaham? Comme on vient de l'expliquer, notre patient doit avoir une pression artérielle cible au-dessous de 130 sur 80 mm de mercure. Or, déjà, au cabinet, il a une pression à 140 sur 90 mm de mercure et donc notre patient n'est pas à la pression artérielle cible. Ce résultat est conforté par l'automesure parce que, comme vous voyez, sur les moyennes de 3 jours, il a 138 sur 83 mm de mercure, alors que son objectif à l'automesure doit être à 130 sur 80 mm de mercure. L'automesure a permis d'éliminer un éventuel effet blouse blanche. Donc, notre patient n'est pas bien équilibré et il faut intensifier son traitement. Selon cet algorithme du référentiel, si notre patient n'a pas atteint sa pression artérielle cible sous une bithérapie, nous devons passer directement à la trithérapie faible dose en associant un bloqueur du système rénine-angiotensine, un inhibiteur calcique et les diurétiques thiazidiques. Pourquoi ce choix d'aller directement vers la trithérapie au lieu d'augmenter la dose des composants de la bithérapie? Comme on l'a dit tout à l'heure, une bithérapie contrôlerait la pression chez environ 2/3 des patients. Alors pour le reste des patients, c'est logique de passer à une 3e association. Ceci va permettre de contrôler plus que 80% des patients. Et comme vous le savez, doubler la dose pour la plupart des antihypertenseurs va augmenter les effets indésirables sans pour autant donner une réduction importante de la pression artérielle. Et encore une fois, le fait d'agir sur différents mécanismes de l'hypertension artérielle va améliorer les chances d'équilibre de la pression artérielle chez les patients. Dr Jouliq, vous revoyez le patient 2 mois plus tard. Il est donc sous trithérapie à faible dose. Il a toujours une bonne observance thérapeutique.
pas d'effet indésirable signalé. Et ces moyennes à l'automesure montrent une pression artérielle à 134 sur 83 mm de mercure. Et au cabinet, vous avez une pression artérielle à 135 sur 87 mm de mercure. Que faire à ce stade avec notre patient? Notre patient n'est pas à l'objectif thérapeutique et selon la stratégie de notre référentiel, c'est à cette étape qu'on majore les doses des différents composants de la trithérapie pour essayer d'obtenir l'objectif thérapeutique. C'est à cette étape aussi qu'on commence à penser à l'HTA résistante avant de rajouter les autres molécules qui ne font pas partie des 5 molécules majeures du traitement antihypertenseur. Donc lorsque les différentes molécules, la trithérapie a été obtenue à pleine dose, on peut rajouter la spironolactone si elle est bien tolérée, les bêta-bloquants, les alpha-bloquants, les antihypertenseurs centraux pour obtenir l'objectif thérapeutique. Voici les take-home messages à l'issue de notre session d'aujourd'hui. Les interventions sur le mode de vie sont obligatoires et doivent être initiées chez tout patient hypertendu. Pour ce qui est du traitement médicamenteux, chez le patient qui a une pression artérielle normale haute, il est envisageable si le risque cardiovasculaire est très élevé. Chez le patient qui a une hypertension artérielle grade 1 avec un risque cardiovasculaire faible, la monothérapie est prescrite si la pression artérielle cible n'est pas atteinte à 6 mois. En revanche, chez le patient qui a une HTA grade 1 avec un risque cardiovasculaire modéré, la bithérapie est à prescrire si la pression artérielle cible n'est pas atteinte à 3 mois. Enfin, pour les patients qui présentent une HTA grade 2 ou 3, quel que soit le risque cardiovasculaire, ou une hypertension artérielle grade 1 avec un risque cardiovasculaire élevé ou très élevé, la bithérapie est à démarrer d'emblée. Cette bithérapie est démarrée tout d'abord à faible dose avec les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les inhibiteurs calciques et ou diurétiques thiazidiques. Si la pression artérielle cible n'est pas atteinte, on passe à une trithérapie faible dose associant bloqueurs du système rénine-angiotensine, inhibiteurs calciques et diurétiques thiazidiques. Si l'objectif n'est toujours pas atteint, on passe à la pleine dose. Et encore une fois, si la pression artérielle cible n'est pas atteinte, il faudra rechercher s'il n'y a pas d'éléments en faveur d'une hypertension artérielle résistante et chercher les facteurs de résistante et ajouter la spironolactone. Et notre dernier take-home message, c'est la pression artérielle cible. Donc la pression artérielle diastolique cible est dans l'intervalle 70-79 mm de mercure pour tous les patients. Pour ce qui est de la pression artérielle systolique cible, chez les patients de moins de 65 ans, elle est dans l'intervalle 120-129 mm de mercure. Et chez les patients de plus de 65 ans, cet objectif devient entre 130 et 139 mm de mercure. Merci pour votre attention et keep connected to the ST-CCCV Educational Channel.